Bonjour, merci à Pascal Mathieu et au Conseil national de l'ordre. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les kinés. On l'a fait il y a 2 ans. J'espère qu'on va le refaire bientôt. Et effectivement, j'ai été très intéressé par la table ronde précédente, puisque un des intervenants a parlé de l'évolution du rôle du métier. C'était le but. Et l'a ouvert vers la prévention. Alors ça tombe bien, c'est une très bonne introduction, parce que c'est ce dont je voulais vous parler. Vous vous souvenez sans doute que il y a 2 ans, nous avions fait avec l'Ordre national une grande enquête sur la vaccination contre la grippe des kinésithérapeutes. Alors pourquoi on avait fait ça? Je pense que ça devrait passer normalement, ça passe. Donc je vais évoquer 3 sujets. Vous rappelez un tout petit peu ce qu'on avait trouvé il y a 2 ans, la vaccination propre des kinésithérapeutes, parce que vous êtes des professionnels de santé, et des professionnels de santé qui ne sont pas vaccinés contre la grippe, c'est impossible. On va y revenir. La deuxième chose, c'est en y réfléchissant, en tirant le fil, avec Pascal Mathieu, on s'est dit, mais vous voyez aussi beaucoup de patients, et vous voyez beaucoup de patients fragiles. Donc ce serait intéressant de savoir si vous leur parlez de vaccination. Est-ce que vous leur recommandez de se faire vacciner? Et puis l'ouverture que j'avais envie de faire, travaillant beaucoup sur les sujets de prévention qui me tiennent à cœur, c'était de, pourquoi pas, de parler du kinésithérapeute, acteur de la prévention. Donc vous voyez que là, une des dernières interventions me va très bien. Alors on va juste rappeler très vite ce dont on parlait. Lorsqu'on a lancé cette enquête en 2017, on avait une couverture vaccinale qui était en baisse. La France était le pays le plus dubitatif et le plus sceptique vis-à-vis de la vaccination. Une grande étude internationale avait montré que 41% de Français, le pays de Pasteur, étaient sceptiques. On voyait cette contamination, j'allais dire, des fake news, on peut en reparler si vous voulez, toucher les professionnels de santé, les médecins eux-mêmes. Et donc on avait lancé une grande enquête multiprofessionnelle, on a eu 4500 réponses entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, et on avait introduit pour la première fois les kinésithérapeutes, qui étaient exclus des études faites par Santé publique France. Et on avait trouvé à l'époque, il doit y avoir un pointeur qui doit être là, on avait trouvé, et c'est en vert, que les médecins étaient les plus vaccinés, 75%, suivis par les pharmaciens, par les infirmiers, et que les kinés étaient les moins vaccinés. Les kinés sont là, que 23% de vaccinés. On a fait une émission, Pascal Mathieu est venu en parler en disant « mais c'est impossible, vous êtes parmi les professionnels de santé, ceux qui voyaient le plus souvent les patients les plus fragiles, le plus longtemps et de la façon la plus intime. Donc s'il y en a un qui peut passer la grippe, c'est vous. » Et donc on s'était dit « très bien, on va le faire une étude spécifique auprès des kinésithérapeutes. » Et vous avez été très nombreux à répondre, on vous en remercie encore, on va la relancer en début d'année prochaine, fin d'année, début d'année prochaine. On espère que vous serez encore plus nombreux. Et on a vu 2015 réponses. Ces 2015 réponses, on les avait analysées. On a vu que c'était assez représentatif de la population, soit en termes de répartition par sexe, soit en termes de répartition par âge, même si on sait que dans notre échantillon, on avait plutôt plus de jeunes, moins de vieux. Mais ça correspond aussi à la physionomie, j'allais dire, du Conseil de l'Ordre. On avait une bonne répartition géographique où on collait vraiment aux données de l'adresse. Je ne suis pas là pour vous rappeler tout ça en détail, mais juste pour vous introduire la raison pour laquelle on a envie de refaire l'exercice et de le refaire de façon plus large. Bonne nouvelle, la perception que vous aviez, vous, les kinésithérapeutes, de la vaccination en général était très bonne. C'est une échelle analogique, on vous demandait de répondre. C'était des questionnaires anonymes de 0 à 10, 10 étant la meilleure perception. Et comme vous le voyez ici, il y avait une médiane à 8, c'est-à-dire que plus de 50% des répondeurs pensaient que la vaccination créait une énorme valeur. Et c'est bien. En revanche, lorsqu'on vous demandait où en étiez-vous de la formation, on s'apercevait, bon an, mal an, qu'à peu près un kinésithérapeute sur 2, même pas, 45% avaient été formés sur la vaccination et dans la plupart des cas, c'était lors des études. Alors, je vous cacherai ou je vous redirai pudiquement
qu'on s'est aperçu que ceux qui avaient été formés n'étaient pas les mieux vaccinés. Donc il y avait peut-être un petit problème de formation. Enfin, autre point qu'on avait trouvé, c'est lorsqu'on vous avait demandé « seriez-vous favorable, puisque c'est un moment dans les tuyaux », c'est toujours dans les tuyaux potentiellement. Vous savez qu'on se pose la question de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé, soit tous les professionnels de santé qui voient des patients, soit ceux qui voient les patients les plus sévères. Là, vous étiez farouchement opposé à cela, puisque vous aviez une médiane qui était à 2. Donc, vous voyez bien que vous étiez très contre ça. Alors, quand on regarde les résultats sont les suivants. Quand on regarde cette répartition, justement, de cette perception de la vaccination en général, on voit comment les choses se passent. Je ne vais pas le redétailler, mais ce qui est intéressant, c'est que l'âge a un impact. Comme pour les autres professionnels de santé, on s'est aperçu que plus on est jeune, moins la perception de la vaccination est bonne. Et vous verrez après qu'on le retrouvera dans les données de couverture vaccinale. On l'a retrouvé pas que chez les kinés, on l'a trouvé chez tous les professionnels de santé. Et on a même trouvé aussi qu'il y avait une différence en fonction du sexe. Et oui, les femmes sont moins sensibles à la vaccination contre la grippe que les hommes. Vous verrez que pour les autres vaccins, c'est exactement le contraire. Alors, on peut en discuter, on peut beaucoup en parler, essayer de trouver. Il y a vraisemblablement une interdépendance entre le métier, l'âge et le sexe, mais on a aussi retrouvé ça chez les pharmaciens, ce qui n'est pas qui n'est pas anodin en tout cas. On retrouve les mêmes tendances. Ça, c'est la répartition sur le côté obligatoire de la vaccination. Eh bien, ça ne vous étonnera pas. Quand on a croisé ceux qui n'étaient pas vaccinés avec la perception du côté obligatoire, ceux qui ne sont pas vaccinés sont farouchement opposés au côté obligatoire, tandis que ceux qui sont vaccinés, ils sont plus favorables. Alors, les résultats, dans notre enquête, vous vous souvenez que l'enquête multiprofessionnelle, on avait une couverture vaccinale contre la grippe chez les kinésithérapeutes de 23%. Là, on était à 27%. Ce n'est pas énorme. C'est un tout petit peu plus d'1 sur 4, avec quand même un échantillon représentatif, puisqu'on avait plus de 2000 répondeurs. Là aussi, une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes kinés étaient vaccinés à 32% et les femmes seulement à 23%. Et un gradient selon l'âge, un gradient vraiment très linéaire. Seuls 19% des 20-30 ans étaient vaccinés, alors que les plus de 60 étaient à 47%. Ce qui est un peu inquiétant. Pourquoi? Parce que ça veut bien dire que les jeunes sont moins sensibilisés, mais on voit bien aussi, ils sont peut-être aussi plus branchés sur les réseaux sociaux et plus contaminés sur les bruits négatifs autour de la vaccination sur les réseaux sociaux. On a fait tout un travail là-dessus et on voit bien que 80% du bruit sur les réseaux sociaux sont émis par seulement 30% des internautes et c'est négatif. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On avait vu une autre différence, et là, à l'inverse de ce qu'on a vu pour les autres professionnels de santé, c'est que vous aviez une vaccination à l'hôpital. Alors, ce n'est pas là où on a le plus grand nombre de kinésithérapeutes, mais on avait une meilleure couverture vaccinale à l'hôpital et finalement relativement peu de différence entre les modes d'exercice en ville, même si, à l'inverse de ce qu'on trouve pour les autres professionnels de santé, ceux qui exercent en isolé ont plutôt une meilleure couverture vaccinale, peut-être aussi, parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. C'est peut-être un bon moteur et une bonne raison pour le faire. Alors, la répartition géographique, comme toujours, on s'aperçoit qu'il y a un gradient nord-sud pour la vaccination contre la grippe. On a toujours des résultats beaucoup plus faibles en Corse, quelle que soit la profession. Et je pense que les Corses pensent qu'ils ne peuvent pas être atteints par la grippe étant donné les conditions météorologiques. Bien sûr, comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Mais c'est comme ça, on a ça avec toutes les professions, on retrouve la même chose. Alors, on avait regardé quelle était la couverture vaccinale contre les autres vaccins. Là, on a bien sûr
une couverture vaccinale qui n'a absolument rien à voir. 85% pour le DTP, on a 74% pour l'hépatite B et on était à 66% pour la coqueluche. Ce qui est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gradients entre sexes ou les gradients en fonction de l'âge sont exactement inversés par rapport à ce qu'on vient de dire pour la vaccination contre la grippe, puisque cette fois, les femmes sont mieux vaccinées que les hommes. Et là, on s'aperçoit que plus on est jeune, meilleure est la couverture vaccinale, mais c'est aussi pourquoi ça veut dire qu'on fait moins de rappels quand on est plus âgé. Mais on voit bien qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Je pense notamment à la coqueluche, qui est un point important, notamment pour ceux qui s'occupent d'enfants et d'enfants en bas âge. On avait donc fait toute une série de conclusions dont vous vous souvenez peut-être, mais je vais insister que sur les points les plus importants. La couverture vaccinale en 2017 était faible, trop faible. Encore une fois, vous êtes des professionnels de santé qui travaillaient, on va le voir dans la diapositive suivante, avec un grand nombre de patients fragiles. Il y a donc un risque de contamination. On a vu que ça avait été le cas dans certains EHPAD avec un personnel soignant qui avait introduit la vaccination. Deuxième chose, vous voyez les patients fragiles, c'est évident, une vraie hétérogénéité selon l'âge et le sexe, mais un peu inquiétante pour le vaccin contre la grippe chez les plus jeunes. Un point sur la formation qui nous avait semblé extrêmement important peut-être à revoir pour resensibiliser, surtout si vous voulez aller vers de la prévention. Moi, je crois que si les professionnels de santé n'adoptent pas pour eux un comportement de prévention, ils ne vont pas bien sensibiliser leurs patients. Vous savez que ce que j'ai dit aux infirmiers, j'ai dit si vous ne vaccinez pas contre la grippe, vous n'allez pas vacciner. C'est exactement ce qui se passe. Et enfin, le dernier point, qui était un point très positif, pardonnez-moi, c'était bien sûr le point sur la sensibilisation vis-à-vis de la vaccination qui était excellente. Ça, c'est juste pour rappeler, parce qu'effectivement, moi je crois que la répétition de ce type d'enquête et de baromètre, c'est une très bonne façon de sensibiliser une profession. Pourquoi? Parce que les enquêtes, il n'y a aucune injonction. Personne ne dit voilà ce qui est à faire, mais c'est une façon de sensibiliser. Alors, si on devait être amené à refaire une enquête, et c'est ce qu'on est en train de discuter, je pense que ce serait intéressant de se poser aussi la question de la sensibilisation des patients. Encore une fois, comme je le disais, c'est ce qu'on avait trouvé dans notre échantillon. Vous êtes très nombreux à voir évidemment des patients fragiles, par définition. Quand on va voir un kinésithérapeute en général, c'est qu'on a une fragilité. 87%, vous voyez, des seniors, 55% des enfants, 3/4 des patients chroniques et même un certain nombre des patients immunodéprimés. Donc vous êtes une profession confrontée aux patients fragiles. Alors c'est ce qu'on a fait avec les infirmiers, parce qu'on a fait une grande enquête avec le Conseil national de l'ordre des infirmiers qu'on va bientôt publier. On a eu 5600 réponses des infirmiers et on a posé des questions. Je me suis dit, tiens, finalement, on pourrait poser le même type de questions au kiné. C'était, vous considérez-vous suffisamment armé pour répondre aux questions sur le vaccin en général? Parce que les Français ont des questions, on le voit bien, qui challenge. Il faut pouvoir y répondre. À quoi sert un vaccin? Quelle est la valeur créée par le vaccin, etc. Qu'est-ce que la pathologie? Souvent, on a fait une émission de Tous pour la santé sur la grippe et on a vu très clairement que les Français mélangent rhume, grippette et grippe. Ils oublient qu'il y a 2 ans, on a eu 15 000 cas de surmortalité du fait de la grippe, 5 fois le nombre d'accidents de la route. Donc on voit bien qu'il y a des questions importantes. Deuxième chose, êtes-vous amené à parler de vaccination? Avec quelle fréquence? À qui? Et puis on peut même aller plus loin, si vous le voulez. Après tout, on a bien vu arriver dans votre champ de compétences la possibilité de recommander des substituts nicotiniques. Je ne crois pas me tromper. Est-ce que c'est utilisé par vous? Je ne sais pas. Mais donc la vaccination, alors que vous êtes, parfois vous voyez 3 fois par semaine certains patients, que vous restez longtemps avec eux, c'est vous qui restez le plus longtemps avec eux, on voit bien que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et puis finalement, donc on peut en tirer bien sûr à partir de ça des enseignements sur comment améliorer la formation,
quel type d'échanges peuvent avoir lieu. Vous voyez bien qu'on peut creuser le fil. Et si vous avez envie de faire évoluer la profession vers un petit peu plus de prévention, ça peut être riche d'enseignement. Et puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi se limiter à la vaccination? Puisqu'après tout, il y a les substituts nicotiniques. Et j'ai dit à Pascal, mais est-ce que tu m'autorises à parler du rôle potentiel que je crois, moi, des kinés dans la prévention? Donc on ne s'est pas parlé avec le président du syndicat, je crois, Michael, qui a parlé de ça. On ne s'était pas parlé avant, mais je pense la même chose. Et pourquoi? Alors, quand on pose la question chez certaines populations à risque, vous êtes 65% à avoir des seniors. Eh bien évidemment, vous le savez bien, quand on se pose la question des facteurs qui vont déclencher la perte d'autonomie, et vous savez qu'il va y avoir un texte de loi sur la perte d'autonomie, donc ça va être une actualité importante. Quand on veut faire évoluer ces dossiers, il faut toujours regarder qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Et ça va être une question d'actualité brûlante parce que ça coûte énormément d'argent. Quand on se pose les questions de qu'est-ce qui déclenche cette perte d'autonomie, il y en a certaines que vous connaissez parfaitement bien, c'est la chute, évidemment. La fracture du col du fémur est, à l'évidence, un des points majeurs qui va déclencher l'hospitalisation, la décompensation de l'état sous-jacent et la perte d'autonomie. À l'évidence, la grippe en est un autre. La grippe entraîne chez les personnes âgées pas seulement la grippe, mais la décompensation de l'état sous-jacent, une insuffisance cardiaque, etc., etc., etc. Ça entraîne aussi des hospitalisations. Quand une personne âgée est hospitalisée pour grippe, 17% risquent de décéder. Donc c'est effectivement, vous allez me dire, tout le monde est amené à mourir, mais tant qu'à faire, ne pas trop accélérer les choses. Troisième point, c'est le risque cardiovasculaire. Là aussi, vous voyez ces types de patients. Il y a une publication anglaise qui vient de paraître qui montre, ils ont regardé chez 1800 patients qui avaient des facteurs de risque cardiovasculaire, ils ont fait des scanners cérébraux, 75% avaient des infarctus cérébraux sans le savoir. Donc on sait bien que le risque cardiovasculaire, non seulement est porteur de risques d'athérosclérose, d'infarctus du myocarde, d'AVC, évidemment, mais pas que ça. Ça va aussi être un des facteurs qui risque de déclencher la démence vasculaire demain. Et puis on sait bien aussi qu'il y a la perte d'essence. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne voit pas, va avoir tendance à se retirer avec un retrait social chez les personnes. On voit bien que là, vous pouvez détecter, me semble-t-il, pas mal de choses, si ça vous intéresse, et avec un effet assez rapide, parce que les deux premiers vont entraîner immédiatement des facteurs d'hospitalisation. Donc vous pouvez être là pour détecter, pour conseiller, pour sensibiliser, si ça vous intéresse. Bien évidemment, ce sont des choses qui me semblent importantes. Et puis je me suis dit, mais après tout, il y en a d'autres. Alors il se trouve qu'en ce moment, je travaille pas mal et je suis un peu sensibilisé, peut-être parce que je suis pédiatre, et puis aussi pour malheureusement des histoires d'amis très douloureuses récentes, dont on a beaucoup parlé, avec les adolescents, les jeunes adultes. Alors, je suis sûr qu'avec les adolescents, les jeunes adultes, vous les voyez souvent dans le cadre du sport, vous voyez parfois ceux qui sont asthmatiques, etc. Vous avez sûrement un quota de sympathie vis-à-vis d'eux. Il faut que vous sachiez que les jeunes adultes de moins de 35 ans ne vont pas chez le médecin. Ils ne vont pas chez le médecin. Quand on interroge les médecins, ils vont rarement chez le médecin. Ils vont chez le médecin pour des choses plus aiguës. Ils y vont assez rarement. À mon sens, l'acteur qu'ils voient, évidemment, toujours, c'est le pharmacien, puisqu'ils vont voir le pharmacien pour leurs cosmétiques, pour la santé sexuelle, pour les préservatifs, etc. Mais je pense qu'ils doivent vous voir aussi dans le cadre, parfois, de tout ce qui est rééducation, évaluation sportive, etc. Là, il peut y avoir pas mal de sujets dans lesquels vous pourriez éventuellement rentrer. Encore une fois, si ça vous intéresse, parce que vous passez du temps avec les professionnels. Vous savez que les médecins passent peu de temps avec leurs patients. Souvent, c'est moins de 10 minutes. Nous, les pédiatres, on passe en général 20 minutes. On a du mal à faire moins. Enfin, moi, je suis plus pédiatre depuis très longtemps. Les choses ont dû évoluer.
plus pédiatre, clinicien en tout cas. Mais vous passez plus de temps et c'est un lien intime. Vous les connaissez, vous voyez les gens souvent chez eux. Et puis, il y a un autre volet qui me tient à cœur et dont on parle beaucoup, c'est bien sûr ce qui se passe aux urgences. Et là, j'ai résumé de façon un peu rapide, mais vous savez, quand je discute avec mon ami Patrick Pelou, qu'on voit sur toutes les ondes, du fait de la crise des urgences, et qu'on lui demande alors finalement aux urgences, pourquoi on vient aux urgences? 50% des cas, c'est de la traumatologie. Dans 2/3 des cas, il semblerait, alors il faut voir, je n'ai pas vu de données pour l'instant, mais j'ai tendance à lui faire confiance, que ça soit une entorse de la cheville. Donc l'entorse de la cheville est vraisemblablement une des grandes causes pour lesquelles on va aux urgences. Comment ça se passe à l'heure actuelle? C'est un peu binaire, c'est trop simpliste ce que je vous raconte là. L'idée est de porter un message. Ce qui m'intéresse, c'est plus de vous interroger qu'autre chose. Mais finalement, comment on fait? On voit le médecin ou les urgences, et puis après, on peut avoir une prescription de kiné. C'est bien toute la discussion que vous avez depuis plusieurs années sur l'accès direct. Effectivement, demain, on pourrait concevoir quelque chose d'un peu différent. À mon sens, on pourrait bien sûr avoir un patient qui continue à aller voir son médecin. On pourrait avoir, si on a un kiné, on sait où est le kiné, dire ben voilà, je viens d'avoir une entorse, qu'est-ce que je dois faire? Et puis le kiné va pouvoir orienter, éventuellement en cas d'entorse grave, pourquoi pas vers l'hôpital, ou ça peut être aussi dans les deux sens, hein, ça peut être aussi vers le médecin dans certains cas. Quand il n'y a pas de kiné référencé ou pas de kiné identifié directement pour le patient, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas bien? On a une entorse de cheville, on fonce chez le pharmacien en général. C'est le seul acteur chez lequel on puisse rentrer nuit et jour sans rendez-vous. On pourrait très bien concevoir que le pharmacien pose 3 questions pour identifier quelles sont les entorses graves ou pas graves, et qu'à partir de ça, on ait une orientation vers le kiné. Le pharmacien pourrait très bien orienter vers le kiné en disant « Madame ou Monsieur, vous n'avez pas un kiné. Nous, on en a un. Apparemment, ce n'est pas grave. Je préfère qu'il vous voie. Ou bien c'est grave, on vous envoie directement aux urgences. » Vous voyez bien que dans ce cas-là, on est là, je dépasse bien évidemment la prévention, mais pour redéfinir, à mon sens, la place du kiné et des kinés dans le premier recours et dans le système de soins, ce qui me semble quelque chose d'intéressant. Donc moi, votre discussion sur le premier recours, elle est intéressante. J'ai bien aimé l'interrogation de monsieur en disant, mais peut-être qu'effectivement, la qualité de la formation risque d'impacter l'accès direct, peut-être, mais c'est à vous de définir quel type de formation va permettre d'avoir ce type d'accès direct, et on pourrait définir ça. Donc moi, je suis convaincu, et j'espère qu'on va pouvoir le démontrer dans le cadre d'une nouvelle enquête, que vous êtes non seulement un acteur d'accompagnement et de rééducation, tout ce que vous savez faire, mais que vous pouvez avoir une place, qu'il y a une place à prendre dans la prévention, qui n'est pas tellement prise par d'autres types d'acteurs à l'heure actuelle. Si, je pense bien sûr que les pharmaciens, d'ailleurs, rentrent dans la prévention, bien sûr, les infirmiers et les médecins pour les patients qu'ils voient, mais pour des gens qui sont plus sains que vous voyez, parce qu'ils ont un problème sportif, par exemple, vous pouvez jouer ce type de rôle. Je vous remercie. Merci, François Sarkozy. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On vous apporte un micro. On n'est pas loin de la fin, mais on a encore des micros. Est-ce que le temps passé pour cette prévention, que ce soit un pharmacien ou un kinésithérapeute, est-ce que ça fait partie de notre décret de compétences? Est-ce qu'on est payé pour ça? Alors, ça, en ce qui concerne le décret de compétences, je serai prudent et je laisserai l'ordre vous répondre. Maintenant, les choses peuvent évoluer. Ce que je peux vous dire, c'est comment ça se passe pour les pharmaciens. Les pharmaciens, dans le cadre de la vaccination, quand on a commencé à parler de ça avec la présidente de l'Ordre des pharmaciens, ce n'était pas du tout dans les tuyaux. On a fait émerger le sujet puisqu'il nous semblait qu'il y avait une vraie problématique pour l'ensemble des Français qui se vaccinaient de moins en moins depuis la pandémie de grippe de 2009. Il y a eu une expérimentation et maintenant, ça fait partie des compétences, ça a été ouvert et c'est rémunéré.
et c'est rémunéré. Maintenant, comme toujours, quand vous voulez faire évoluer les choses, ça vaut parfois la peine de passer par une expérimentation, d'abord de voir une photographie d'état des lieux de comment ça se passe, qui a envie de le faire. Si toute la profession dit « nous, ça ne nous intéresse pas ben, », il ne faut pas le faire. Peut-être que dans certains secteurs où on voit notamment les zones de sous-densité médicale, peut-être que là, vous avez un angle d'attaque. En tout cas, vous pouvez mettre le pied dans la porte. Je pense aux déserts médicaux où, à l'évidence, il faut travailler sur un accès direct. C'est un point, on n'en a pas encore parlé avec Pascal, mais à mon avis, c'est un point tactique qui pourrait marcher. Et après, on peut le faire reconnaître pour que ça soit rémunéré. Bien sûr que oui. Bien. Oui, monsieur. Voilà, ce sera la dernière question. Le monsieur avec le pull bleu. Oui, monsieur Rabjak, président de Nouvelle-Aquitaine. Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas dit un mot sur la prévention en milieu scolaire, justement. C'est un gros problème actuellement. Les médecins scolaires deviennent de plus en plus rares, ainsi que les infirmières. Il vient de sortir un décret en tant que quoi la pratique d'une activité physique ne va plus devoir être, dans un premier temps, validée par le médecin. Je pense qu'on est en train de passer à côté sur plein de problèmes de rachis que le kinésie était amené à voir. Je sais qu'il y a toute une opération de MK Tondo dans les écoles. Elle se bute des fois au rejet parce que l'académie ne veut pas trop d'infiltration de professionnels dans le milieu de l'éducation. Voilà, je pense qu'on passe à côté de choses de la prévention qui après peuvent coûter très très cher au niveau de la société de prise en charge de pathologies lourdes. Je pense que vous avez tout à fait raison. La question que je me suis posé la question des enfants, puis après on m'a dit il ne faut pas être trop long, donc j'ai pris les vieux et les ados et les jeunes adultes. La question que je me posais pour les enfants, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de kiné dans les écoles. Il y a des kinés sportifs, mais il y a des kinés dans les écoles? C'est une question. Non, il n'y a pas. Alors, mais bien sûr, déjà en passant par les clubs de sport, etc., oui, bien sûr, je trouve ça intéressant. Bien sûr. Oui, bon. Bien. Alors, ce sera la dernière. Encore une question? Un dernier témoignage? La dernière, vraiment la der des der. C'est pas une question, c'est une remarque. On est directrice d'école de kiné et aujourd'hui, il y a dans le référentiel de formation une vraie dominante sur la prévention et notamment le service sanitaire. Vous n'en avez pas parlé? Non, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas fait une revue de tout ce qui se passe. Ce que je voulais juste faire, c'était... Donc, en aucun cas, ça n'a pour but d'être exhaustif. C'était juste vous donner mon sentiment sur là où vous pouviez aller. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a le service effectivement universel, national universel, qui a été développé par Gabriel Attal. Je peux vous dire déjà des choses intéressantes. Ils vont sortir une étude parce qu'ils ont fait des questionnaires des jeunes à ce moment-là, et il y a une confirmation que les jeunes ne vont pas voir les médecins et qu'ils vont voir d'autres professionnels de santé. Donc, je pense qu'il y a plein de choses très intéressantes à développer. Et tous les points que vous mentionnez, ce sont des points qu'on pourrait tout à fait intégrer dans le cadre du questionnaire ou de l'enquête que l'on fera. Vous avez raison. Nous remercions le docteur François Sarkozy. Merci beaucoup. Merci à vous.